et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des régimes totalitaires. Alors, la Grande Guerre, la guerre de 14-18, par la violence exceptionnelle exprimée, entraîne une brutalisation des sociétés européennes qui sont bouleversées durablement. En Russie, la révolution de 1917 aboutit à la mise en place d'un régime communiste, tandis qu'en Italie et en Allemagne, les démocraties tombent au profit de mouvements violents dans un contexte de crise majeure. Ainsi, si la fin de la Première Guerre mondiale et la naissance de la SDN avaient fait naître des espoirs de paix, l'Europe doit faire face dans les années 30 à la montée des pouvoirs autoritaires et même totalitaires. La problématique du cours est donc la suivante: en quoi les régimes soviétiques, italiens et allemands qui s'installent dans l'entre-deux-guerres peuvent-ils être qualifiés de régimes totalitaires? Il faudra donc qu'on définisse ce terme à un moment donné. Et puis, comment ces régimes déstabilisent-ils l'Europe et font basculer à nouveau le monde dans la guerre? Premier point, on va voir les points communs entre les trois totalitarismes. Ces trois régimes ont des racines communes puisqu'ils sont issus de la Première Guerre mondiale et de la crise économique qui touche l'Europe dès 1930-1931. La Russie tsariste, enlisée dans la Grande Guerre, bascule dans le communisme avec la révolution d'octobre 1917 des bolcheviks, qui sont menés par Lénine et qui devient officiellement l'URSS en 1922. L'Allemagne et l'Italie sont vexées par les traités de paix réglant la guerre. L'Italie, qui était entrée en guerre aux côtés de l'Entente, espérait récupérer les terres irrédentes, notamment la Dalmatie et l'Istrie qu'on voit sur la carte ici, ce qui ne lui est finalement pas accordé. Le PNF, le parti national fasciste de Benito Mussolini, parle alors de victoire mutilée. À la tête de ses chemises noires, il marche sur Rome en octobre 1922 et prend le pouvoir. En Allemagne, les nationalistes parlent du Diktat de Versailles. Signé en 1919, ce traité de paix fait porter à l'Allemagne la responsabilité de la guerre et exige de trop lourdes réparations. Le NSDAP, le Parti national socialiste, appelé aussi parti nazi, fondé en 1920, dénonce la responsabilité de la République de Weimar dans la défaite, mais n'obtient un écho important qu'avec l'éclosion de la crise économique en Allemagne. Dans un pays ravagé par le chômage, les paramilitaires nazis, les SA, font vivre la société dans un climat de terreur. Et ils parviennent, en 1933, à obtenir la majorité au Reichstag et à contraindre le président Hindenburg à choisir Adolf Hitler comme chancelier d'Allemagne. Ces trois régimes ont une société et surtout aussi une économie strictement encadrée et dirigée. Si l'URSS, avec son modèle communiste, est celui qui encadre le plus strictement la production, l'Allemagne et l'Italie cherchent à lutter contre le chômage et à devenir de grandes puissances industrielles et autarciques. L'Italie crée ainsi l'IRI, l'Institut de reconstruction industrielle, en 1933, tandis que l'Allemagne se lance dans une politique de grands travaux et de réarmement, à tel point que 2/3 de son revenu national y sont consacrés en 1939. Surtout, ces trois régimes encadrent très strictement la société. Il n'y a pas de liberté politique, civile, individuelle ou collective. À chaque régime, son parti unique, le PCUS en URSS, le PNF en Italie et le NSDAP en Allemagne. Une propagande intensive est mise en place grâce au monopole des médias et à une stricte censure pour glorifier le parti et surtout les actions de leur chef. Ainsi, le Duce, Mussolini, le Vojde, le petit père des peuples, Staline, et le Führer, Hitler, sont omniprésents, que ce soit par la radio ou des nombreuses affiches vantant leur réussite. De grands événements célébrant le régime sont créés et mis en scène, comme les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 qui sont filmés par Leni Riefenstahl. À chaque âge, la vie de l'individu est encadrée par le parti. Des organisations de jeunesse sont créées, comme les jeunesses italiennes, les Balilias, les avant-gardistes, les pionniers ou les Komsomol, encore pour l'URSS, comme des organisations de travail pour les adultes. L'objectif ? Forger un homme nouveau répondant à tous les idéaux du parti, un bon ouvrier, un bon soldat et un bon père de famille. Ainsi, les partis au pouvoir parviennent à forcer l'adhésion populaire. Le parti nazi compte 5 millions de membres et le PCUS 2 millions. Néanmoins, des actions de résistance existent. Ces régimes sont fondés sur la terreur. Dans l'URSS stalinienne, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, la violence était omniprésente dans la société, symbolique, mais aussi et surtout physique. Tous les opposants étaient harcelés, pourchassés, arrêtés, torturés et déportés. Ces ennemis de l'intérieur, comme on les appelait, avaient des visages variés selon les régimes. En URSS, c'était plutôt les koulaks, des propriétaires ou des paysans très riches, les espions étrangers et tout ce qui était traître à la patrie.
En Italie et en Allemagne, ce sont surtout les communistes, les opposants politiques et les juifs qui sont traqués. Des polices politiques sont mises en place pour les surveiller et les arrêter. Le NKVD en URSS, la Gestapo en Allemagne ou encore l'OVRA en Italie. Des troupes paramilitaires, comme les SA et les SS en Allemagne, complétaient leur travail. Quand ils n'étaient pas directement assassinés, de nombreux opposants, ou du moins ceux qui étaient dénoncés comme ennemis, étaient déportés vers des camps de travail pour être rééduqués, et l'on met vraiment des guillemets, dans les camps du Goulag en URSS ou les camps de concentration nazis, le camp de Dachau à Dachau est fonctionnel dès 1933, mais aussi dans les camps italiens. Si la violence était quotidienne, certains épisodes sont plus marquants. Les lois de Nuremberg de 1935 entraînent une exclusion et un harcèlement grandissant envers les juifs, ce qui explique notamment l'étendue des pogroms de novembre 1938 et entraîne l'émigration de plus de 100 000 juifs entre 1938 et 1939. Enfin, la Grande Terreur de 1937-38, qui doit permettre d'unifier le pays en éliminant les ennemis de l'intérieur en URSS, fait environ 750 000 morts. Si on résume, ces régimes totalitaires se retrouvent sur des points communs essentiels. Un parti unique, le culte du chef, une économie dirigée, une société strictement encadrée et un usage intense de la terreur. Il existe néanmoins des différences idéologiques majeures et c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième point. Première question, l'idéologie, c'est quoi en fait ? C'est l'ensemble des idées politiques, économiques, sociales et culturelles qui peuvent dicter la conduite d'un gouvernement. Dans les régimes totalitaires qu'on étudie ici, l'idéologie est incontestable et unique puisqu'il faut supprimer toutes les autres et son application doit être totale et elle peut s'imposer par la force, et même plus que pouvoir, et elle s'impose par la force dans les faits. Commençons dans l'ordre chronologique donc par le socialisme soviétique. L'URSS stalinienne est fondée sur le marxisme-léninisme, autrement dit c'est une société communiste, donc pensée par Marx et Engels, qui a imposé par la révolution en 1917 la dictature du prolétariat, ça c'est l'action de Lénine, et à ces deux piliers, Staline, qui arrive au pouvoir en 1927, a rajouté la terreur. La propriété privée des moyens de production a été abolie, l'économie est collectivisée dès 1933, les fermes sont organisées en coopératives d'État qu'on appelle les kolkhozes. Elle est aussi planifiée, entre guillemets, pour le bonheur des travailleurs, mais surtout pour devenir une grande puissance industrielle et rattraper le retard de l'URSS sur les pays plus avancés, comme l'Allemagne, contre qui ils étaient en train de perdre la Grande Guerre quand ils ont fait la révolution en 1917. La révolution bolchevique n'est qu'un début pour les communistes, et le Comintern, qui siège à Moscou, aide les partis communistes à l'étranger à mettre en œuvre la révolution mondiale, et donc une dimension universaliste qui est fondamentale dans le communisme. Cependant, les investissements se concentrent surtout et avant tout sur l'industrie lourde. Ce qui entraîne des famines majeures, comme en Ukraine en 1932-33, où il y a 5 à 6 millions de morts tout de même, et tous les opposants sont surveillés, traqués et éventuellement déportés dans les camps du Goulag, Solong pour le bonheur des travailleurs. Côté italien, c'est une autre histoire. Si Mussolini prend le pouvoir en 1922, la dictature fasciste n'est instaurée qu'en 1925-26 avec l'adoption des lois fascistissimes, à l'italienne. L'objectif, faire fusionner l'État, le parti et la société pour retrouver la grandeur de l'Empire romain, dont le régime adopte les symboles qu'on voit ici, l'aigle impérial, et surtout aussi les faisceaux dont le régime fasciste tire son nom, qui a accompagné les dictateurs dans les déplacements officiels des magistrats et qui marquait l'autorité de l'État, notamment le droit de vie et de mort sur les habitants de l'Empire, tout un symbole en effet. S'appuyant sur un fort nationalisme et un rejet de la démocratie et du communisme, le fascisme veut reconstruire un État moderne autour de son chef. La culture de guerre est ainsi mise en avant. Tout fasciste est avant tout un soldat au service de l'État ainsi qu'un travailleur servant une grande puissance en devenir. Et si à l'origine le fascisme n'était pas raciste, il le devient progressivement suite à la guerre contre l'Éthiopie en 1935 et surtout, suite à la création de l'axe Rome-Berlin en 1936, c'est l'alliance entre Mussolini et Hitler. Mussolini adopte alors les lois antisémites en 1938, organisant de fait un racisme d'État. Le meilleur pour la fin, le nazisme, ça fait des années que vous nous en parlez et vous nous rabattez les oreilles avec ça en cours pour savoir quand est-ce qu'on va parler d'Hitler. C'est maintenant. Dans Mein Kampf, écrit entre 1924 et 1925, Hitler théorise sa révolution sociale qui doit permettre à la race aryenne de conserver sa supériorité. Pour assurer la survie et la supériorité de la race des Aryens,
qui est définie selon des critères physiques et une attitude morale exemplaire, il faut, notez la recette, conquérir un espace vital, ce sera l'Europe de l'Est et du Nord, qu'il appelle le Lebensraum, et aussi l'expurger de tous les éléments qui peuvent l'affaiblir, handicapés, homosexuels, juifs notamment, ils sont soit directement éliminés, soit envoyés en camp de concentration dès 1933. Hitler, avec la pensée très complexe qui le caractérise, faut comprendre simpliste ici, on est bien d'accord, rend responsable la République de Weimar, les démocrates, la gauche, les communistes et les juifs de la défaite de 1918. Les juifs sont aussi accusés d'être responsables de la crise économique de 1929. Tant qu'à faire, on n'est plus à ça près. Le racisme d'État, l'antisémitisme, est un des fondements majeurs du régime nazi, affirmé donc dès 1935 par les lois de Nuremberg. Ils ont interdiction de se marier entre juifs et allemands, c'est ce qu'on appelle les mariages mixtes, et perdent aussi la nationalité allemande, entre autres choses. Ce racisme est réaffirmé en 1938 avec l'interdiction de pratiquer de très nombreux métiers. Si on résume les principales différences entre ces trois régimes, elles sont ici, elles sont moins nombreuses que les points communs, mais elles existent et elles sont importantes. Le racisme d'État, qui n'est pas présent en fait en URSS, et le communisme, qui est fondamental en URSS et qui justement est un ennemi commun, pour le coup, à l'Allemagne et à l'Italie. Troisième partie, maintenant qu'on a défini les trois totalitarismes, on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont bouleversé justement l'ordre européen et fait plonger à nouveau l'Europe dans la guerre. On va d'abord s'intéresser à l'Espagne et surtout à la guerre d'Espagne qui marque en fait le premier affrontement des totalitarismes. En février 1936, une alliance de la gauche, sur le modèle du Front populaire français, qui s'appelle le Frente Popular, j'ai un accent fantastique, remporte les élections en Espagne. Cette victoire n'est pas acceptée par les nationalistes et les militaires. Le général Franco, soutenu par l'Église, prend alors la tête d'un soulèvement armé qui plonge le pays dans la guerre civile. Elle dure 3 ans et fait 600 000 morts rien que du côté des républicains. La guerre d'Espagne prend fin le 1er avril 1939, les républicains sont balayés et des centaines de milliers de réfugiés émigrent vers la France. Ce conflit, qui aurait pu être contenu à l'Espagne, après tout c'est une guerre civile, s'internationalise très vite. Si la France refuse de participer, ce n'est pas le cas des régimes totalitaires qui vont rapidement intervenir. L'URSS met sur pied des brigades internationales. 40 000 volontaires venus de 43 pays, encadrés par le Comintern, se battent aux côtés des républicains espagnols. Face à eux, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste envoient des troupes et du matériel en soutien à Franco. Ce sont ainsi des bombardiers allemands qui détruisent Guernica en 1937 et des Italiens qui bombardent Barcelone en 1938. Leur intervention leur permet de tester leurs armes, de mettre en œuvre des stratégies communes, de faire de l'expérience à leurs soldats et aussi de freiner l'expansion communiste. Mais pour ces pays, la guerre d'Espagne n'est qu'un coup d'essai, un laboratoire de leurs armes et de leurs pratiques avant de se lancer vraiment dans la guerre qu'ils souhaitent en Europe. Et dans les faits, la marche à la guerre va très vite se lancer. À la fin de la Première Guerre mondiale, les opinions publiques de démocratie sont très largement pacifistes. C'était la Grande Guerre, la der des der, ils n'en voulaient plus. Et elles ne réagissent pas face aux premières infractions au traité de paix. Il faut l'Anschluss en mars et surtout l'invasion des Sudètes en septembre 1938 pour déclencher la conférence de Munich à l'issue de laquelle Lord Neville Chamberlain, pour le Royaume-Uni, et Édouard Daladier pour la France, pensent sauvegarder la paix en Europe en cédant à Hitler. Les choses s'accélèrent ensuite très rapidement. En mars 1939, Hitler s'empare du reste de la Tchécoslovaquie. Puis le 23 août 1939, chose que tout le monde pensait impossible, l'Allemagne et l'URSS signent un pacte de non-agression et préparent le partage de la Pologne. Les trois puissances totalitaires sont désormais alliées, la marche à la guerre est inéluctable. Et le 1er septembre 1939, les panzers nazis envahissent la Pologne, déclenchant ainsi le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ainsi, dans l'entre-deux-guerres, 3 totalitarismes se construisent et s'imposent en Europe. Ce mot est inventé en 1922 pour dénoncer l'État fasciste qui est en train d'être mis en place par Mussolini, et il est repris en 1951 par Hannah Arendt, qui va donner une définition qui englobe tout le totalitarisme. C'est d'abord la domination des masses, avec un peuple rassemblé derrière une idéologie, avec un parti unique, avec une loyauté illimitée et inconditionnelle envers l'État grâce à la terreur et à la propagande. C'est aussi l'isolement de l'individu de tout groupe social, puisque le seul lien de sociabilité qu'il reste, c'est l'État, grâce à l'embrigadement de la société et les organisations de jeunesse notamment. Ces régimes politiques qui annihilent l'individu au profit d'un homme nouveau, qui placent le nationalisme au-dessus de tout, font plonger l'Europe et le monde dans une seconde guerre mondiale qui est bien plus meurtrière que la première.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite en classe.